jusqu'au jour d'aujourd'hui capables de bloquer ou d'empêcher ou de ralentir cette destruction des cellules bêta-pancréatiques. Donc le diabétique de type 2, bien sûr, il va finir par détruire son capital en cellules bêta-pancréatiques et devenir insulinodépendant. Ça, c'est certain, c'est inévitable. Donc ça, c'est un point très important. Deuxième point, l'insulinosécrétion chez le diabétique de type 2. Il faut la comprendre. Pourquoi on va donner une insuline basale? Quel est son rôle? Qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Ça, c'est l'insulinosécrétion d'un sujet sain, non diabétique. Et ça, c'est l'insulinosécrétion d'un sujet diabétique de type 2. Quelle est la différence entre les deux? Il est capital de la comprendre. La différence entre les deux, elle se situe là. Le diabétique de type 2, il a un capital en cellules bêta-pancréatiques. Son insulinosécrétion de base, elle est diminuée par rapport à l'insulinosécrétion de base d'un sujet non diabétique, sain. Donc, s'il a une insulinosécrétion de base qui est diminuée, automatiquement, ses glycémies de base, c'est-à-dire avant chaque repas, sont forcément augmentées, parce qu'il n'y a pas l'insuline qui va les ramener à la normale. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point important, le diabétique de type 2, pendant le repas, sécrète de l'insuline, comme un sujet sain. Mais cette insuline qui est sécrétée, premièrement, n'est pas suffisante et elle est retardée par rapport au début du repas. C'est pour ça qu'il y a un retard à la sécrétion d'insuline et un pic qui est moins important que le sujet sain. Donc forcément, ces glycémies postprandiaux vont être beaucoup plus élevées et il va les traîner bien après le repas. Quand il va manger, il va avoir des glycémies postprandiales qui vont augmenter parce que son pic n'est pas aussi important que le pic d'un sujet non diabétique. Donc ça, c'est l'insulinosécrétion d'un sujet diabétique de type 2. L'UKPDS, vous connaissez tous l'étude UKPDS, c'est notre maître. L'étude UKPDS qui a pris des patients nouvellement diagnostiqués nous a bien appris qu'un diabétique de type 2, traité par sulfamide hypoglycémiant, plus de 50%, 53%, plus de la moitié d'entre eux, parce qu'ils sont traités par sulfamide hypoglycémiant, après 6 années de suivi, ils auront besoin d'une insulinothérapie. Ça, c'est clair. Après 9 ans de suivi, plus de 80% de ces diabétiques de type 2 traités par sulfamide hypoglycémiant auront besoin d'une insulinothérapie parce qu'on va épuiser leur capital qui leur reste en cellules bêta-pancréatiques. La science, comment elle a évolué? Bien sûr, l'insuline, c'est depuis les années 20. Et j'en faisais tout à l'heure allusion lorsque j'en ai parlé de la dyslipidémie. Il y a eu les insulines humaines, il y a eu les prémix, après il y a actuellement les analogues. Il y a même des nouvelles insulines. Il y a par exemple la Toujeo, c'est une insuline, c'est l'Alantus, mais à U300, bien concentrée, qui est beaucoup plus stable. Il y a l'insuline, bien sûr la nouvelle insuline de Novo, aussi la Deglutec, qui a une durée d'action beaucoup plus longtemps. Donc, bien sûr, en matière d'insuline, ces années-là qui viennent, et même aujourd'hui, on a des insulines stables. Mais ce qu'on a au Maroc, on a les analogues et on a les insulines humaines. Lesquelles on va choisir? Ce qu'on a l'habitude de faire, et sur ça que je tiens, bien sûr, cet exposé, je veux qu'il s'attarde sur ce point. C'est ce qu'on fait tous. C'est, bien sûr, on va faire les escaliers. Un diabétique, on va lui donner un médicament, puis deux, puis une insuline, puis on va passer carrément au basal-bolus. C'est bon, on fait bien. Mais le problème, c'est que des fois, on s'attarde sur les paliers. On a un objectif, mais on tarde, on reste à l'étape 2 pendant des années. Attention, s'il vous plaît. Attention à l'inertie clinique. Il faut faire attention à la myopie clinique. Nos médecins, devant notre patient, on est là assis, le présent, on dit, allez, je vais lui proposer l'insuline, est-ce qu'elle va refuser? Alors, est-ce que je lui propose? Est-ce que j'attends un peu? Les recommandations disent, non, elle a besoin de son insuline, je dois lui proposer maintenant. Le patient, il sait qu'il a une mauvaise hémoglobine glyquée, mais il vient vous voir, il a peur des piqûres, il a peur des hypos, il a peur de prendre du poids.
Mais le patient, lui aussi, fort heureusement, il sait que le diabète, plus il est déséquilibré, plus il nuit à sa santé. Donc maintenant, de nos jours, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il faut accepter le développement. Il faut accepter le fait que les recommandations nous disent, voilà l'objectif, il faut accepter le traitement proposé par le médecin. Et ça, c'est les grandes études qui disent que cette inertie clinique, il n'y a pas que le patient. La plus grande partie de cette inertie clinique, elle est liée au médecin lui-même. C'est le médecin qui ne veut pas avancer. Et on va voir pourquoi. On sait que le diabétique de type 2, malheureusement, 40% des diabétiques de type 2 vivent mal leur diabète. Ils ont des détresses émotionnelles. 40% des diabétiques ont des dépressions, 14% des dépressions sévères. Le diabétique de type 2, sa phobie, sa crainte, c'est quoi? C'est quand 2%, c'est de faire des hypoglycémies. 29% des diabétiques de type 2 disent que je ne vis pas bien parce que je suis diabétique. Mais l'immense majorité des cas, plus de la moitié, ils ont peur de l'hypoglycémie. Et ça, c'est les études l'ont bien démontré. Qu'on soit chez le diabétique de type 1 ou qu'on soit chez le diabétique de type 2, l'hypoglycémie nocturne, c'est la hantise. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais la détecter? C'est une peur. Donc, il faut essayer de trouver le moyen pour minimiser ce risque-là. Le patient, qu'est-ce qu'il dit? Ouh là là, je fais de l'insuline. Ça veut dire que je suis vraiment diabétique. Et on a des patients qui, le jour où on va les mettre sur l'insuline, c'est là où ils vont dire « je suis vraiment diabétique ». Ou bien « non, 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 mon diabète est grave parce que mon médecin m'a mis sous insuline ». C'est à nous de travailler et de leur expliquer que ce n'est pas vrai. Ils ont peur de la piqûre, mais fort heureusement, on a maintenant des aiguilles magnifiques qui sont imbibées. Il y a la Novophine, il y a la BD-microfine qui sont imbibées par un produit anesthésique et le patient ne sent pas sa piqûre. Ne sent pas sa piqûre. Le médecin, il dit « oh là là, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'expliquer au patient comment faire son insuline, comment adapter le traitement. » Il faut qu'on trouve le moyen. Et c'est l'intérêt de ces associations ADN. Dans ADN, il y a aussi l'éducation thérapeutique. C'est important, c'est l'éducation thérapeutique. Et pour nous être formés, pour former le patient à accepter ce passage à l'insuline. Que disent les recommandations? Les recommandations américaines 2016, européennes et américaines 2015, elles sont claires. On ne va pas mettre l'insuline pour amener tout le monde à 6%. Non, on va mettre de l'insuline, c'est au cas par cas. La clé, c'est l'individualisation. Chaque patient est un patient à part. Je ne vais pas mettre l'insuline forcément à tout le monde pour le ramener à 6,5. Je peux mettre l'insuline pour amener un patient à 7, 7,5, parce que son état cardiaque ne permet pas le 7. Parce que son état rénal ne permet pas le 7, parce que son état ophtalmo ne permet pas le 7. L'essentiel, c'est de ramener le patient à votre objectif. Chaque patient est un patient à part. Il n'y a pas deux patients identiques. Mais le message le plus important, vous avez un objectif avec votre patient. Cet objectif, il faut essayer de faire le maximum pour l'atteindre sans hypoglycémie ou en évitant au maximum les hypoglycémies. L'insulinothérapie chez le diabétique de type 2, on ne va pas détailler tout ça. Ce qu'on va dire, c'est que l'insulinothérapie chez le diabétique de type 2, elle peut être soit d'emblée, quand vous avez un patient qui d'emblée, à la découverte, il a des glycémies à 3 grammes, 3 grammes 50, avec des hémoglobines glyquées qui dépassent 10-12%, vous pouvez démarrer une insulinothérapie transitoire. Mais l'insulinothérapie vient avec les paliers. Et cette insulinothérapie chez le diabétique de type 2, je l'ai dit, soit d'emblée, mais en général, c'est après échec de la mono, de la bi ou de la trithérapie. Quelqu'un qui est sous metformine et vous voyez que son hémoglobine glyquée est élevée, que sa glycémie à jeun elle est élevée, que rajouter
un inhibiteur, un analogue, un sulfamide hypoglycémiant ne va pas rapporter grand-chose, vous pouvez rajouter une insuline basale. Donc voilà, après échec de la metformine, je peux d'emblée penser à rajouter une insulinothérapie basale. Ou bien après échec de la metformine plus sulfamide, ou metformine plus un inhibiteur, ou ce que vous voulez, c'est la bithérapie, vous allez penser à rajouter une insulinothérapie basale. Ce qui est important, c'est commencer, démarrer, débuter. Et là, docteur Bouhouima, si je peux me permettre, je suis aphèse, donc je peux utiliser mon rafasi, le patient, d'accord? Commencez, d'accord? Commencez même par 10. Qu'est-ce que va faire 10 à quelqu'un qui a 9, à quelqu'un qui a 10% d'hémoglobine glyquée? Vous avez peur de l'hypo? C'est impossible. S'il a 9 d'hémoglobine glyquée, s'il a 10 d'hémoglobine glyquée, ce n'est pas 10 unités de Lantus ou de Levemir qui va lui donner une hypoglycémie. L'essentiel, c'est de démarrer dans un premier temps. Une fois que vous avez démarré, il faut titrer. Et ça, on va le voir ensemble. L'insulinothérapie chez le diabétique de type 2. On l'a vu tout à l'heure. On a dit que le diabétique de type 2, il a une insulinopénie basale. Il a un manque en insuline basale. C'est pour ça que bien sûr, sa glycémie à jeun, elle est augmentée. Et il a un problème vers 3 heures, 4 heures, 5 heures du matin. C'est en général entre 5 heures et 8 heures du matin. Il a ces glycémies qui vont flamber, qui vont augmenter. C'est le phénomène de Loeb. Pourquoi le diabétique va faire? Tout le monde a un phénomène de Loeb. Tout le monde, à partir de 5 heures du matin, va se mettre à sécréter des hormones, donc telles que les catécholamines, l'adrénaline, etc., donc qui vont élever la glycémie. Mais quand on a un pancréas qui fonctionne bien, on va normaliser la glycémie. Chez le diabétique de type 2, son pancréas ne répond pas. Forcément, il va faire augmenter, grâce à ces hormones hyperglycémiantes, sa glycémie vers 5 heures du matin. Et du coup, il va faire ce qu'on appelle le phénomène de Loeb. C'est pour ça le patient diabétique, il peut dormir à minuit, il a 1 gramme de glycémie, et le matin, il va se réveiller avec 2 grammes, 1,50 gramme. Pourquoi? Pas parce qu'il a mangé la nuit, c'est parce qu'il a fait son phénomène de Loeb. Ce diabétique, il va se réveiller à 8 heures du matin, il va manger. Quand il va manger, il va encore faire augmenter sa glycémie. C'est ce qu'on appelle l'effet de Loeb prolongé. Donc, quand on donne une insulinothérapie basale le soir, quel est son objectif? Son objectif, c'est ça. C'est réduire l'hyperglycémie basale, c'est-à-dire ce fameux patient diabétique, cette hyperglycémie basale, la diminuer. Pour la diminuer, je vais donner une insuline basale. En même temps, je dois lutter contre ce phénomène de Loeb. Donc avoir une insuline qui va me bloquer cette production hépatique nocturne du glucose. Et bien sûr, réduire le phénomène de Loeb prolongé. Il va manger, je dois avoir une insuline qui va couvrir cette période également de postprandial du petit déjeuner. Alors tout ça pour atteindre un objectif. Ça peut être 7, ça peut être 7,5, ça peut être 6,5, ça peut être 8. Chaque patient est un patient à part. L'objectif, c'est qu'il faut ramener votre glycémie à jeun à l'objectif que vous vous êtes fixé. Si vous voulez un 7% d'hémoglobine glyquée, vous allez ramener votre glycémie à jeun à 1,20. Si vous voulez 7,5 d'hémoglobine glyquée, vous allez revoir votre glycémie à jeun à la hausse. L'essentiel, c'est qu'il faut atteindre ces objectifs. Sinon, vous avez piqué votre patient pour rien. Donc, c'est les insulines qu'on va utiliser. Lesquelles? Pour l'insulinothérapie basale, est-ce qu'on va utiliser des insulines ultra rapides, des insulines rapides, de la NPH, de la Levemir ou de la Lantus? On va voir quel est l'avantage de l'une ou de l'autre. On est dans un schéma à une injection, c'est-à-dire on va faire une seule insuline basale. L'insuline basale, soit on va donner de la NPH le soir, soit on va donner la classique fameuse NPH le soir. C'est une insuline basale. Soit je vais donner un analogue lent. Je vais donner une Lantus ou je vais donner une Levemir. Quelle est la différence entre les deux? La différence entre les deux, elle est là. Si je donne une insuline NPH, elle a une courte durée d'action. Donc, quand je vais l'injecter, moi, j'en ai besoin entre 5 heures et 8 heures du matin, voire plus. Si moi, je l'injecte le soir,
à 5 heures, 8 heures du matin, elle aura fini son action. Donc, elle ne va pas lutter contre ce phénomène de lobe. Si je veux qu'elle arrive à ce phénomène de lobe, je dois donner des doses très importantes et la décaler tard dans la nuit, pour pouvoir couvrir une partie de ce 5 heures du matin. Mais si je fais ça, parce que je vais donner des doses énormes de NPH, forcément, j'augmente le risque hypoglycémique à mon patient. Donc, forcément, également, je lui augmente le risque de prendre du poids. C'est pour ça, quand on donne une insuline basale le soir, il faut la donner de telle manière à ce qu'elle couvre ces fameux 5 heures, 8 heures du matin et même au-delà. Elle doit être à son maximum d'action à 5 heures du matin pour bloquer ce phénomène de lobe et bloquer le phénomène de lobe prolongé. Donc l'insulinothérapie basale doit être pratiquée de telle manière que le maximum d'action de l'insuline injectée se situe entre 5 heures et 11 heures du matin. Donc quand j'ai une insuline qui est à son maximum d'action, si je donne une Lantus à 20 heures, ma Lantus à 5 heures du matin, elle va être à son maximum d'action. Donc, elle va me couvrir ce phénomène de lobe, elle va me bloquer cette production hépatique nocturne du glucose et en même temps, son action va durer au-delà. Donc, elle va me couvrir le 11 heures du matin. Donc, j'aurai répondu à l'anomalie physiopathologique du diabète du type 2. Donc, j'aurai bloqué ce phénomène de lobe et ce phénomène de lobe prolongé. Je démarre. Je le redis. D'accord, je démarre mon insuline, je donne 10 unités, peu importe. Le plus important, c'est de titrer. D'accord, je démarre par une petite dose, mais si je ne titre pas, j'aurai piqué mon patient pour rien. C'est-à-dire, si je n'augmente pas ma dose de 2 unités, de 4 unités, tous les 2 fois par semaine, même 1 fois par semaine, l'essentiel, vous avez un objectif de glycémie à jeun à atteindre. Si vous ne l'atteignez pas en titrant, en augmentant les doses tous les 3 jours, tous les 4 jours, vous aurez piqué votre patient pour rien. Il n'aura pas bénéficié de l'injection que vous lui avez donnée. Une fois que j'ai titré, après, je peux intensifier. Et on va parler de l'intensification. Les recommandations américaines, européennes, ADA 2016, qu'est-ce qu'elles disent ? Un diabétique de type 2, quand je dois débuter une insulinothérapie, je garde mes antidiabétiques oraux à dose maximale. Je ne diminue rien. N'enlevez pas le sulfamide. Quand quelqu'un qui a de la metformine plus un sulfamide hypoglycémiant et vous voulez rajouter une insuline basale, n'enlevez pas le sulfamide. Il faut garder le traitement à traitement maximal. Vous allez à ce moment-là choisir une insuline basale. Vous allez donner par exemple de la Lantus. Vous allez commencer par 10 unités. 10 unités. Et vous titrez. Vous augmentez la dose de 2 unités tous les 2 fois par semaine par exemple. Donc, il n'y a aucune crainte que votre patient vous fasse une hypoglycémie. Si jamais vous avez atteint des doses importantes et votre patient vous fait une hypoglycémie, là, vous diminuez la dose de 4 unités. D'accord? Donc, l'essentiel, commencez. Une fois que vous avez commencé, il faut titrer. Si vous ne titrez pas, ça ne sert à rien. Une fois, vous avez votre glycémie à jeun à l'objectif. Vous vous êtes fixé, ma glycémie à jeun chez ce patient, c'est 1,20. Vous avez donné votre insuline basale le soir et vous avez atteint le 1,20. Mais votre hémoglobine glyquée n'est pas dans les objectifs. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ce problème se situe forcément au niveau de la postprandiale. C'est la postprandiale qui flambe, c'est pour ça que mon hémoglobine glyquée est élevée, alors que ma glycémie à jeun, elle est normale. Dans ce cas, je dois intensifier. Il y a 2 méthodes. Soit je vais intensifier par une insuline rapide, au repas le plus copieux. Je vais donner, par exemple, une Apidra au repas le plus copieux. Donc, je donne une insuline rapide au repas le plus copieux et je vais le titrer. Je vais commencer par 4 unités. Et après, je titre. Je me fixe un objectif de postprandial de 1,60. Donc, je vais manipuler ma rapide que j'ai donnée au repas le plus copieux d'1 unité, voire de 2 unités, 2 fois par semaine, jusqu'à ce que ma postprandiale du repas que j'ai choisi pour injecter cette rapide, ma postprandiale soit à 1,60 ou soit à 1,80
en fonction des objectifs que vous vous êtes fixés. Là, j'aurais fait ce qu'on appelle le basal plus 1. Mais des fois, ce basal plus 1 ne suffit pas. Je suis obligé d'intensifier encore plus, de faire un basal plus 2, voire un basal bolus, c'est-à-dire une insulinothérapie basale avec un bolus avant chaque repas, comme le diabétique de type 1. Là, bien sûr, je suis au basal bolus, je garde ma metformine à dose maximale, si bien sûr son rein la tolère, et bien sûr, j'enlève tous les autres antidiabétiques oraux et je mets mon insuline basale bolus. Deuxième point, si je ne veux pas passer par basal plus 1, basal plus 2, je peux chez le diabétique de type 2, après traitement par insulinothérapie basale, je ne suis pas dans les objectifs, passer directement au basal bolus. Dernier point, votre patient ne peut pas, vous n'arrivez pas à gérer une injection titrée, etc. Les recommandations nous disent qu'on peut donner 2 prémix, prémix le matin et prémix le soir, avec la metformine. Et bien sûr, l'objectif, c'est de titrer l'insuline du matin, titrer l'insuline du soir. Mais malheureusement, c'est un schéma qui échappe avec le temps, et le diabétique de type 2 aura besoin d'une intensification du traitement, donc aura besoin d'une metformine plus une insuline basale et un bolus avant chaque repas. Et je vous remercie. Oui, mais le diabétique de type 2 arrivera à l'intensification. Parce que maintenant, on les prend fort heureusement, le dépistage, il est précoce. Donc, on a des diabétiques de type 2, on découvre leur diabète de plus en plus tôt, heureusement. Et du coup, on les suit pendant des années. Et forcément, après 10 ans, 12 ans de diabète, ils auront besoin d'une insulinothérapie. Donc là, on peut, parce qu'ils sont jeunes, 60 ans, 65 ans, ils ont la vie devant eux, on doit intensifier pour les préserver. On peut passer par tous les schémas, mais le diabétique de type 2 finira par une insuline basale avec un bolus avant chaque repas. Ok, merci beaucoup, Dr Tsazi. Merci au laboratoire Sanofi d'avoir voulu sponsoriser cette intervention qui est toujours avec cette Tsazi. Toujours merveilleuse, moi je dirais. Alors on a eu du temps pour commencer. On a le temps de 2 questions courtes et on vous promet que Dr Tsazi sera toujours avec nous pour vous répondre. Monsieur. Ah, ok. Oui, allez-y. C'est un baladeur fixe. Ça va? Ma question est la suivante. J'ai un patient naïf qu'on vient de détecter, chez qui, par exemple, on en trouve jusqu'à 13 d'hémoglobine glyquée. Et bien sûr, le patient type 2, bien sûr. Et là, du coup, chez qui on peut démarrer, bien sûr, l'hygiène de vie, donc ça va de soi. La metformine, ça va de soi. Et direct, on en place le schéma, c'est-à-dire hygiène de vie, metformine, la basale, comme on dit, l'insuline de base, la basale. Comme ça, on va protéger son capital pancréatique des cellules bêta. Est-ce qu'on reste toujours, ma question est la suivante, est-ce qu'on reste toujours dans les guidelines ou bien on va se dire, non, on va commencer d'abord l'hygiène de vie, la metformine, attendre, après, on va tout le tralala qui suit par la suite. Et je vous remercie, monsieur. Alors, donc, il y a un point important, et je le dis toujours, la diabétologie est une cuisine. Il n'y a pas 2 patients identiques. Bien sûr, quand vous avez un patient qui démarre avec une hémoglobine glyquée qui dépasse 9%, vous pouvez d'emblée commencer par une bithérapie orale.
et après revoir par la suite à la baisse, s'il bien sûr se normalise. Mais si vous avez un patient qui démarre avec 13, 14% d'hémoglobine glyquée, s'il a maigri à cause de cette, bien sûr, de cette glycémie élevée, si ce n'est pas un diabétique de type 1, vous pouvez d'emblée démarrer par une insulinothérapie classique des fois. Pas forcément avec antidiabétiques oraux, peut-être la metformine, mais bien sûr la metformine. Mais vous pouvez d'emblée commencer par une insulinothérapie, le temps de, bien sûr, arrêter son amaigrissement, lutter contre son syndrome polyuropolydipsique, etc. C'est un diabétique de type 2, et après revoir votre schéma thérapeutique. Soit vous allez continuer, tant mieux, soit vous allez revenir à metformine seule. Bien sûr, l'hygiène de vie, c'est indispensable. Ça va de soi. Donc, vous pouvez revoir par la suite votre schéma. Mais il y a des patients qui ont 13% d'hémoglobine glyquée, vous les avez tous dans vos cabinets, qui ne font pas de syndrome polyuropolydipsique, qui découvrent le diabète d'une manière fortuite, qui sont des vrais obèses. Ces gens-là, on est étonnés. On leur donne règle hygiéno-diététique metformine seule. 3 mois après, ils sont à 6,5%. Comment Vous savez, chaque patient est un patient à part. Merci, Dr Tazi. Je suis Docteur- Dr Amiri, médecin généraliste. Monsieur, je pense que monsieur Tlaha. Non, mais je suis le premier qui a levé le Ok. Allez-y, monsieur. شاهدين Perdons pas de temps, il n'y a pas de ولا غادي souci. نحتاج. Merci beaucoup. Donc, je suis Dr Amiri de Tétouan. Donc, merci beaucoup, Dr Taziz. Je suis toujours à vos présentations et je suis vraiment très ravi. Alors, ma question, c'est qu'en tant que praticien, nous avons la visite de beaucoup de délégués, notamment les laboratoires qui commercialisent les prémix. Je voudrais poser une question et avoir une réponse. Est-ce qu'on peut initier par une prémix? Alors, je vais être clair là-dessus, et les laboratoires connaissent ma position là-dessus. Moi, je le dis toujours, l'intérêt d'une insulinothérapie basale, c'est avoir une insuline basale qui a un maximum d'action entre 5h et 11h du matin avec un apport en insuline basale. Donc moi, je le dis toujours, quand on démarre, c'est une insuline basale qu'il faut donner. Quand je veux initier par une prémix, ça va être 2 prémix. Une prémix le matin et une prémix le soir. Moi, je suis contre, je sais qu'il y a qui défendent ce principe-là, moi, je suis contre commencer par une seule prémix le soir. Moi, je suis contre. Je commence par des prémix, mais je donne prémix matin, prémix le soir. Ça, c'est mon attitude. Dernière question, c'est Tlaha. Moi, c'était dans le même. Ah, la même. Ah ben c'est très C'était bien. concernant l'initiation du prémix. C'est pour quel profil donc- patient pour une prémix. Donc là, il a répondu. D'accord, la réponse a été donnée. Donc, Je on cède la clôture parole à cette, docteur, cette... Je remercie Non, Dr Tessi non, pour sa madame. excellente Madame. présentation. C'est gentil. Et ma question, c'est parfois on se trouve devant une hyperglycémie à jeun chez un sujet qui est sous insulinothérapie basale et on se trouve perdu. On ne sait même pas s'il s'agit d'une hyperglycémie qui est due à une hypoglycémie nocturne ou bien c'est une hyperglycémie qui est due à une insuffisance du traitement. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut augmenter la dose d'insuline ou bien il faut la diminuer? Deuxième question, si vous le permettez. Vous avez dit tout à l'heure... Madame, nous avons dépassé le temps de très D'accord. très loin. D'accord, Merci ça va, beaucoup. tout à l'heure. Je vous remercie. Alors, donc, bien sûr, il y a des petites techniques pour savoir est-ce que le patient a fait une hypo nocturne ou pas. Oui, vous avez raison, après chaque hypoglycémie, il y a le rebond hyperglycémique. Ça, c'est certain, c'est clair. Comment on le sait? Quand on demande au patient de contrôler sa glycémie avant de dormir. S'il a une glycémie qui est stable, qui est basse, et le matin, il se réveille avec une glycémie élevée, oui, il se peut qu'il ait fait une hypoglycémie la nuit. On peut trouver trace d'acétone, c'est l'acétose de jeûne qui peut nous orienter vers une hypoglycémie la nuit. On peut se faire aider par son conjoint ou sa conjointe qui dit que mon mari a fait ou ma femme a fait des cauchemars cette nuit. Ça nous oriente vers, elle a fait une hypoglycémie la nuit. Aussi, il s'est réveillé avec ses habits mouillés, c'est qu'il a fait une hypoglycémie la nuit. Donc il y a des petits signes comme ça qui nous orientent vers une hypoglycémie nocturne. Donc là, on peut le détecter comme ça. C'est vrai, l'idéal, c'est de faire un holter glycémique et voir, mais sinon,
ou bien on demande au patient bien sûr, de contrôler sa glycémie vers 3 heures du matin, parce que c'est 3 heures du matin, le seuil critique, la zone critique, c'est 3 heures du matin, c'est là où l'être humain a le moins besoin d'insuline. Donc on lui demande de la contrôler à ce moment-là et voir est-ce qu'il est en hypoglycémie ou pas. Merci beaucoup, Dr Tazi, c'est toujours passionnant. On se verra, Inch'Allah, une autre fois, promis avec cette Tazi. Bonsoir.